Au tribunal pour la première fois, accusé de 2 chefs de meurtre au premier degré, Nick Reiner est resté hors de vue devant le juge. Il est accusé d'avoir tué ses parents. Le titan d'Hollywood Rob Reiner et sa femme Michelle ont été retrouvés morts dans leur manoir dimanche, quelques heures après qu'une fête de célébrité aurait dégénéré pour la famille Reiner. Nous vous montrons ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui, ainsi que de nouvelles images de Nick Reiner dans une station-service de Los Angeles après qu'il aurait tué ses parents. Nous suivons l'affaire avec Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Avant d'aborder la première comparution de Nick Reiner au tribunal aujourd'hui, je souhaite vous montrer cette nouvelle vidéo. Il s'agirait de Nick Reiner dans une station-service près du campus de l'Université de Californie du Sud, dimanche. C'est dans la zone d'exposition parc, peu avant son arrestation par la police de Los Angeles. National Broadcasting Company Los Angeles a diffusé la vidéo en premier, montrant Reiner en veste et chapeau. Il a un sac à dos rouge et il semble qu'il achète un Gatorade puis traverse la rue. Et c'est à ce moment-là que des véhicules du département de police de Los Angeles arrivent, gyrophares allumés, et ils procèdent à son arrestation. L'arrestation de Nick Reiner a eu lieu à environ 15 miles de l'endroit où les corps de ses parents ont été retrouvés. Maintenant, vous pouvez voir sur cette carte la distance entre le quartier de Brentwood à Los Angeles et Exposition Park. Nous obtenons également maintenant, apparemment, plus de détails sur la chronologie de ce que Nick Reiner aurait fait après les meurtres. Avant de présenter la chronologie, je souhaite vous expliquer ce que nous savons sur la scène du crime dans la maison où Rob et Michelle Reiner ont vécu plus de 30 ans. Les parents de Nick sont Rob Reiner, célèbre réalisateur hollywoodien, et Michelle Reiner, chanteuse et photographe. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Quand Harry rencontre Sally, l'un des films les plus célèbres de Rob. Ils ont été retrouvés morts à leur domicile de Brentwood dimanche vers 15h, 30h du Pacifique. C'est apparemment la fille adulte de Reiner qui a découvert le couple. Le New York Times rapporte qu'elle a été contactée par un massothérapeute qui n'a pas pu entrer dans la maison dimanche. Alors elle a appelé la famille à l'aide. Et selon le rapport, la fille a vu le corps de son père, puis elle s'est enfuie de la maison. Et à ce moment-là, elle ne savait pas que sa mère était également morte à l'intérieur de la maison. La police a confirmé que l'arme du crime présumé était un couteau. Mais à ce stade, il n'est toujours pas clair si la police pense qu'elle possède l'arme du crime qui aurait été utilisée dans ces meurtres. Il n'est également pas clair si le tueur a apporté le couteau avec lui ou s'il s'agissait d'un couteau qui se trouvait déjà dans la maison. Nick Reiner, 32 ans, fils de Rob et Michelle, n'était pas chez lui à l'arrivée de la police. TMZ rapporte que la gorge des Reiner a été tranchée. Le magazine People a déclaré que la fille adulte a dit que Nick devrait être un suspect dans les meurtres parce qu'il est, je cite, dangereux. Nick a été arrêté devant cette station-service. C'était vers 9h15 dimanche soir, donc un peu moins de 6 heures après que les corps de ses parents ont été retrouvés. On ignore comment il a parcouru 24 km depuis la maison de ses parents. Mais il y a des rapports qui disent qu'il s'est en fait rendu dans un hôtel tôt le dimanche matin. TMZ rapporte que Nick s'est enregistré dans un hôtel à Santa Monica, vers 4h dimanche matin. Le Pierced Santa Monica Hotel est situé à un peu plus de 6 km de la maison de ses parents. TMZ dit que le personnel de cet hôtel a fait une découverte troublante après que Nick a quitté la chambre. Le personnel a découvert dans la chambre, la douche et d'autres parties de la pièce couvertes de sang. Il y aurait également eu des draps couvrant les fenêtres. TMZ dit que Nick a utilisé une carte de crédit pour s'enregistrer dans cette chambre d'hôtel vers 4h du matin. Et n'oubliez pas, les corps de ses parents n'ont été découverts qu'à 3h30 de l'après-midi, presque une journée après. TMZ rapporte aussi que des témoins disent que Nick semblait, je cite, complètement défoncé. Le média précise également qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun signe indiquant qu'il avait été impliqué dans une confrontation violente. La police dit qu'elle n'a pas encore officiellement déterminé l'heure du décès de Rob et Michelle Reiner, et qu'elle attend toujours des informations du médecin légiste. Si les informations de TMZ sont exactes, cela veut dire que Nick est allé dans cette chambre d'hôtel quelques heures après avoir quitté une fête très courue organisée par Conan O'Brien samedi soir. C'est lors de cette fête que TMZ a été le premier à rapporter qu'il y avait eu une sorte de dispute bruyante entre Nick Reiner et son père pendant la soirée. Nous en apprenons plus sur la raison de la dispute et découvrons aussi ce qui s'est passé à cette fête, ce qui a beaucoup inquiété sur le comportement de Nick. Non seulement certains auraient décrit Nick ce soir-là à la fête comme étant, je cite, défoncé, mais d'autres l'ont aussi décrit comme agissant de façon erratique.
Et ils ont dit qu'il errait dans cette fête chez Conan O'Brien et qu'il interrompait les conversations avec des célébrités. Le Hollywood Reporter a publié un article choquant sur le comportement présumé de Nick à cette fête. Ils ont dit qu'il allait voir les gens à la fête, exigeant de savoir qui ils étaient et s'ils étaient célèbres. Le Hollywood Reporter ajoute que le comportement étrange de Nick poussait certains à se demander s'il n'était pas juste un passant entré par hasard. Il n'avait pas été officiellement invité. Mais apparemment, Rob Reiner et Michelle Reiner ne voulaient pas qu'il soit seul. Ils étaient de plus en plus inquiets à propos de sa consommation de substances. Alors s'ils ont demandé à Conan si leur fils pouvait venir à cette fête. Voici un autre extrait de l'article du Hollywood Reporter montrant à quel point le comportement de Nick était gênant à cette fête. Il aurait encore demandé aux gens s'ils étaient célèbres. L'une des personnes à qui il a fait cela était l'ancien membre du Saturday Night Live, Bill Hader. Apparemment, l'article dit, je cite, que Hader a répondu calmement à Nick qu'il était en train d'avoir une conversation privée. C'est selon une personne au courant de la situation. Nick l'a fixé du regard pendant ce qui a semblé être un moment inconfortablement long. Fin de citation. Donc encore une fois, cela donne vraiment une idée de la façon dont Nick se comportait dans les heures entourant le moment où ses parents ont été tués. La violente dispute entre Nick et son père, relayée par TMZ, aurait éclaté à cause du comportement grossier et étrange de Nick à la fête de Conan. Maintenant, Did, avant de revenir à la chronologie de la fête, à ce qui se serait passé après la fête, puis à ce que Nick a fait au tribunal aujourd'hui, je veux m'assurer que vous comprenez le passé de Nick, qui il est, et les défis et problèmes qu'il a rencontrés depuis des années. Et quoi de neuf là-bas? Le voilà, Nick Reiner. C'est un podcast, nous avons trouvé Dopey, un podcast sur la dépendance et la façon dont les gens luttent contre leurs problèmes. Et Nick, il y a des années, avait été invité à plusieurs reprises dans ce podcast. Celui que nous avons trouvé sur YouTube datait de 7 ans. Et Nick est dans l'émission et il parle avec les animateurs de son passé d'addiction. Nick a déjà parlé publiquement de son combat contre l'addiction. En 2016, il a révélé être allé en cure de désintoxication pour la première fois à 15 ans et y être retourné plus d'une douzaine de fois. Il a aussi dit qu'il avait passé du temps sans abri dans plusieurs États, sans abri dans le New Jersey, le Maine et le Texas. Dans le podcast que nous avons écouté, Dopey, Reiner a parlé de la façon dont, pendant ces périodes de sobriété, il avait envie de retourner à Los Angeles et de retrouver son ancien mode de vie. Écoute. Qu'est-ce qui a causé la fin de ta sobriété? Je ne sais pas. Je ne voulais pas être loin de chez moi, je voulais juste rentrer. Mais tu voulais recommencer à fumer de l'herbe et tout ça. Je ne te juge pas, Nick. Je veux juste te dire, comme l'émission, il y en a des milliers. C'était vraiment... Tu sais ce que c'était vraiment? C'était comme, au fond, je savais que je voulais rechuter. En gros, je ne voulais même pas appeler ça une rechute. Je voulais juste retrouver mon ancienne vie, fumer de l'herbe, prendre quelques cachets, faire ce que je voulais. Et je savais que si je recommençais à le faire dans le Maine, je ne pourrais pas vraiment le faire. Dans un autre épisode, Nick a raconté comment il vivait dans la maison d'amis de ses parents qui ont ensuite tenté de l'expulser. C'était en 2018 et il a dit que ça l'avait mis dans une rage alimentée par la drogue et qu'il avait saccagé l'endroit. Donc cela vous aide aussi à comprendre la dynamique d'une famille qui essayait d'aider son fils. Il semble qu'ils n'ont jamais abandonné leur fils. Et c'est un défi que je sais que beaucoup de familles peuvent dire avoir affronté lorsqu'il s'agit de l'addiction. C'était certainement quelque chose qui semble s'être produit dans la maison de Reiner. Il semble aussi que Rob et Michelle, en essayant d'aider leur fils, ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. C'est un tableau très triste. Nous avons trouvé la page Facebook de Nick, inactive depuis 2018, et une photo de lui avec son père. Rob, célèbre réalisateur de films tels que Des Hommes d'honneur et Quand Harry rencontre Sally, aurait aussi tenté d'aider la carrière de son fils. Nick a écrit un film qui n'aurait pas autant de succès que ceux que son père a réalisés tout au long de sa carrière. Il s'appelait Être Charlie et il a une note de 6,2 sur Internet Movie Database. Et Nick a écrit ce film sur un homme qui luttait contre la dépendance et l'itinérance et son père a réalisé ce film. Plusieurs médias, dont TMZ, ont rapporté que les Reiner, ces derniers mois, étaient de plus en plus inquiets du comportement de Nick, de sa santé mentale et de ses problèmes de consommation de substances. TMZ a rapporté que Nick semblait complètement défoncé en s'enregistrant à l'hôtel de Santa Monica. Des amis disent qu'ils étaient de plus en plus inquiets du comportement de Nick. Un ami a déclaré au New York Post qu'il semblait, je cite, une bombe à retardement. Cela dit,
Beaucoup de gens sont encore choqués que ces problèmes aient atteint le point où il serait accusé d'avoir tué ses parents. Mardi, le département de police de Los Angeles a annoncé les charges auxquelles Nick est désormais confronté. Le procureur de Los Angeles a indiqué que Nick pourrait encourir la peine de mort s'il est reconnu coupable. Mais la dernière fois que la Californie a exécuté quelqu'un, c'était en 2006. Un moratoire sur la peine de mort est en place sous le gouverneur Gavin Newsom depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Pour la première fois, Nick a comparu au tribunal. Son avocat, Alan Jackson, célèbre pénaliste, est le même qui a défendu Karen Reed, accusée d'avoir tué le policier de Boston, John O'Keefe. Jusqu'à présent, Nick n'était pas apparu au tribunal depuis son arrestation parce qu'il était encore en train d'obtenir l'autorisation médicale nécessaire pour le faire. Mais aujourd'hui, il était au tribunal, même s'il est apparu hors de vue des caméras pour une audience très brève. Elle a semblé durer moins de 45 secondes. Cable News Network avait un journaliste dans la salle qui a décrit Nick assis calmement dans un espace clos, portant un épais gilet bleu, une pièce, généralement appelé gilet anti-suicide. Les forces de l'ordre les mettent aux personnes qu'elles surveillent étroitement. Le juge a décidé avant l'audience que les membres des médias ne pouvaient pas prendre de photos de Nick Rainer. Les seuls mots que Nick a prononcés au tribunal étaient, je cite, « Oui, votre honneur ». Et c'est à ce moment-là qu'il a confirmé qu'il renonçait à son droit à un procès rapide. Tout cela, selon le journaliste de Cable News Network Alan Jackson, a parlé brièvement aux journalistes et il y avait une tonne de caméras devant le tribunal. Voici ce qu'il a dit après l'audience. Bonjour mesdames et messieurs, j'ai juste quelques mots rapides à dire. Tout d'abord, et c'est le plus important, c'est une tragédie dévastatrice qui frappe la famille Rainer. Nous en sommes tous conscients et nous adressons tout notre soutien à toute la famille Rainer. Il y a des questions très très complexes et sérieuses qui sont associées à cette affaire. Celles-ci doivent être traitées, examinées, étudiées et analysées de manière approfondie, mais très prudente. Nous vous demandons de permettre au système d'avancer selon le processus prévu, de la manière dont il a été conçu pour avancer. Pas en se précipitant pour juger, pas en tirant des conclusions hâtives, mais avec retenue et dignité, et avec le respect que ce système et ce processus méritent et que la famille mérite. Sur ce, nous sommes fixés au 7 janvier pour une mise en accusation. C'est la prochaine date d'audience et c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Il y aura peut-être plus à dire à un autre moment, mais aujourd'hui, nous allons nous en tenir à notre position procédurale, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un report de la mise en accusation. Rien de notable aujourd'hui. Nous reviendrons pour la mise en accusation le 7 janvier dans le même service. À ce moment-là, nous vous verrons. Retrouvez-nous avec l'avocat en droit civique Joe Richardson. C'est un plaisir de vous recevoir sur Law & Crime. L'histoire est simple, peu d'événements au tribunal aujourd'hui, mais ce sont les détails et les reportages qui comptent. C'est tout simplement incroyablement tragique. Je veux parler des accusations auxquelles Nick Rainer fait face et du procureur du district. Lors de l'annonce des accusations, il a évoqué la peine de mort. Dans des États comme le Texas, cela semble aujourd'hui plus probable que, par exemple, en Californie. Comment cela entre-t-il en jeu spécifiquement en Californie? D'accord. La peine de mort reste techniquement en vigueur. Une personne peut être poursuivie si une circonstance spéciale peut entraîner la peine de mort ou la perpétuité sans libération conditionnelle. Cependant, le gouverneur Gavin Newsom a instauré un moratoire sur la peine de mort en 2019. Donc, récemment, personne n'a, vous savez, personne n'a eu la peine de mort appliquée contre lui. Techniquement, il est toujours possible d'emprunter cette voie. Que cette personne soit réellement exécutée dans la vie réelle, d'autant que la procédure est longue avec des appels automatiques, etc. C'est une autre question, mais les circonstances spéciales restent en vigueur. Il pourrait être poursuivi comme s'il risquait la peine de mort, mais savoir si cela arrive vraiment est une autre question. Donc si quelqu'un est condamné à la peine de mort et qu'il va passer le reste de sa vie en prison, on se retrouve en quelque sorte, je suppose, entre les mains du système politique. Et qui sait, dans 10 ans, si le changement, quand il s'agit de la façon dont les gens perçoivent la peine de mort en Californie, disons simplement que l'opinion devient très favorable à la peine de mort, vous seriez soumis à cela, et vous êtes en quelque sorte à la merci, je suppose, simplement de l'état d'esprit des gens par rapport à cette punition. Oui, et sans se vouloir faire de politique, mais tout le monde sait que Newsom se présente à la présidence et d'une certaine manière, il veut probablement être un peu plus dur politiquement. Je ne sais pas si cela irait
jusqu'à ce qu'il annule potentiellement son moratoire en exprimant une certaine ouverture. Les personnes, ceux qui se présentent actuellement au poste de gouverneur, il y a un shérif dans le comté de Riverside, etc. Certaines personnes soutiennent la peine de mort. Donc, la situation pourrait changer en fonction de qui sera réellement le gouverneur. Mais cela dépend du domaine politique, de la volonté politique et de ce genre de choses. Donc oui, ce serait vraiment très incertain. Quand il parle des circonstances particulières, le procureur dit que Nick Rainer fait face à 2 chefs d'accusation, 2 chefs de meurtre au premier degré. Et ensuite, il y a des circonstances si particulières, parce qu'il y a plusieurs victimes. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Oui, donc un certain nombre de circonstances prévues à l'article 190.2 du Code pénal. Les circonstances particulières peuvent entraîner essentiellement une peine aggravée plus sévère. Réclusion à perpétuité, sans libération conditionnelle ou peine de mort. Ici, on évoque la présence de plusieurs victimes, ce qui peut être une circonstance particulière. Guetter sa victime peut constituer une circonstance particulière. Une personne ayant déjà commis des crimes similaires représenterait une circonstance particulière, ce qui n'est pas le cas ici. Mais même la manière ils appellent ça une allégation spéciale, et je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de différence entre les deux. Pour ce qui nous concerne, entre allégation spéciale et circonstances particulières d'utilisation de l'arme, du couteau, etc., une autre circonstance particulière pourrait simplement être la nature flagrante d'un meurtre. Donc, il y a 2 ou 3 façons dont son chef d'accusation et donc sa peine peuvent effectivement être aggravées, ce qui signifie qu'il y a plus en jeu pour lui. Et quand on regarde, et il reste beaucoup d'inconnus à ce stade, je veux dire TMZ, je suis sûr que le procureur du district de Los Angeles en a l'habitude. Mais il semble qu'il y ait simplement certains médias qui obtiennent des informations et qui, en quelque sorte, dressent le tableau. Les gens ont une idée de ce que la police pense s'être passé, mais ils n'en parlent pas beaucoup publiquement. La police confirme qu'il s'agissait d'un couteau, sans donner plus de détails. Quand il s'agit de meurtre au premier degré en Californie, la préméditation, qu'est-ce qui est généralement considéré comme préméditation quand on parle de meurtre? Et jusqu'où? Parce qu'il y a eu cette fête chez Conan la veille, où il y avait clairement un problème familial. Mais alors, comment cela pourrait-il faire partie d'un éventuel plan de Nick Rainer pour tuer ses parents? Eh bien, vous savez, quand on parle de meurtre au premier degré, on parle d'un acte volontaire, prémédité, délibéré, avec malveillance et préméditation. Cela signifie donc essentiellement qu'ils y ont pensé à l'avance. Maintenant, cela n'a pas besoin d'être longtemps à l'avance. D'accord. Donc, en gros, ce n'était certainement pas le résultat d'une situation de légitime défense ou d'un acte commis sous le coup de l'émotion où quelqu'un n'aurait pas réfléchi avant d'agir. Ça ne demande pas, et c'est la plus grande ironie ici, ce que les gens ne comprennent parfois pas. Il ne faut pas beaucoup de temps pour établir la préméditation au regard de la loi. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une fête la veille, le soir même ou quoi que ce soit d'autre. La période pourrait être bien plus courte. Ce qui est intéressant ici, c'est l'inquiétude autour de ces problèmes de toxicomanie et peut-être aussi de santé mentale, si je me souviens bien. La question est de savoir comment cela influencera la perception de son état d'esprit par le juge des faits. C'est ce qui permettra que ce soit accepté comme preuve, ce genre de choses. Et j'imagine que cela pourrait être l'un des terrains de bataille du côté de la défense, selon la qualité des preuves dont ils disposent. Ont-ils un couteau avec de l'acide désoxyribonucléique? Ont-ils vraiment beaucoup d'autres éléments pour le désigner? Et maintenant, il va devoir s'expliquer pour faire passer l'accusation de meurtre au premier degré à quelque chose de moins grave. Et parce que l'aspect santé mentale est intéressant. Je veux dire, il ne fait aucun doute que cette personne, Nick Rainer, il a eu des problèmes, je veux dire, il est allé, et d'après ses propres déclarations et les interviews qu'il a données, il est allé en cure de désintoxication plus d'une douzaine de fois, il a commencé à aller en cure dès l'âge de 15 ans. Il disposait de bien plus de ressources que la moyenne pour gérer son addiction, notamment grâce à ses parents, qui, tristement, ne l'ont jamais laissé tomber jusqu'au bout. Et nous verrons comment le processus judiciaire va se dérouler. En général, comment le système judiciaire traite-t-il ces problèmes pouvant entraîner des troubles de santé mentale? Et comment cela pourrait, vous savez, comment cela impacte-t-il sa défense en essayant de créer un personnage sympathique, en montrant que c'était un homme qui n'était pas maître de lui-même au moment où cela se serait produit? J'ai l'impression que cela peut l'affecter soit à l'entrée, soit à la sortie. L'entrée concerne les accusations elles-mêmes. Vous savez, en fonction de ce qui se passait dans son état mental, pouvait-il développer l'intention de faire cela? Avait-il déjà dit à ses parents « je vais vous tuer » ou montrer clairement ce genre de signe? Donc c'est un peu comme
Vous savez, une défense à l'entrée, vous l'utilisez pour essayer de réduire la gravité de ce dont vous êtes accusé. À la sortie, disons qu'il est reconnu coupable de meurtre au premier degré ou autre, il est reconnu coupable. Ces problèmes de santé mentale et ces luttes contre l'addiction peuvent servir à atténuer un peu la situation, même si ce n'est peut-être pas le mot juste, parce qu'il aurait quand même des ennuis et irait en prison pour longtemps. Mais cela peut servir à éclairer la situation, à le rendre un peu plus sympathique, à atténuer le choc selon la peine potentielle à laquelle il s'expose. Donc, j'ai le sentiment que cela va absolument être évoqué. Cela va probablement entrer en ligne de compte aussi bien au début qu'à la fin, en fonction de la façon dont tout cela s'est passé. Et nous en sommes vraiment, vraiment au tout début ici, vous savez. Supposons qu'il soit condamné, et supposons qu'il soit condamné pour quelque chose de grave. Je pense que cela jouera un rôle plus important au moment de la condamnation. Son avocat est surtout connu des spectateurs de Law and Crime grâce à l'affaire Karen Reed. Et puis aussi Fraser Baum, qui est un jeune homme qui aurait tué 4 personnes avec une voiture à Pepperdine, 4 jeunes femmes. Alan Jackson le défend aussi. Avec Karen Reed, il a brillamment créé presque un univers alternatif sur ce qui est vraiment arrivé à John O'Keefe. Dans ce cas, il n'y a pas de voiture, mais il est très doué dans ce qu'il fait. Qu'apporte-t-il lorsqu'on a Alan Jackson comme avocat de la défense? Je pense qu'il a une façon d'analyser les affaires qui lui permet de comprendre. Voici le meilleur résultat auquel on peut s'attendre ici et allons dans cette direction. Certes, il n'a peut-être pas autant d'éléments à exploiter que dans le cas de Karen Reed, mais il va devoir présenter cela d'une certaine manière et vous savez, soit il parvient à faire requalifier le chef d'accusation de premier degré d'une façon ou d'une autre. Donc, où il n'écopera pas de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou de la peine de mort. Ou alors, vous savez, il apporte indirectement un point de vue qui atténue le choc, pour ainsi dire. La première étape, cependant, c'est de s'assurer qu'il est apte. Je sais qu'il a été placé sous surveillance anti-suicide. Ils essayaient de s'assurer qu'il était médicalement apte à comparaître à l'audience, la plus récente audience, etc. D'abord, il faut vérifier son aptitude à être jugé, etc. Et je ne sais pas si M. Jackson va essayer d'en faire une partie de la défense pour gagner un peu de temps. Parfois, quand on organise des audiences sur la compétence et ce genre de choses, c'est aussi une façon de faire traîner les choses. Je ne sais pas si c'est son but ici, mais ce sera intéressant. Parce qu'il a un gars qui, à moins d'un miracle, va avoir de sérieux ennuis. Il risque fort d'être condamné, etc. Mais Alan Jackson semblerait être la personne la mieux placée pour présenter la situation sous son meilleur jour. Mais nous verrons jusqu'où il ira vraiment ici, étant donné qu'il n'a tout simplement pas les mêmes éléments à exploiter que dans d'autres affaires. Quand il s'agit de Los Angeles, Hollywood la victime et Rob Reiner l'une des victimes, c'est une vraie royauté d'Hollywood grâce à ses nombreux films et son temps à l'écran, surtout dans les années 70. Mais il y a aussi toutes les célébrités qui étaient avec eux la veille à cette fête. Conan O'Brien, il y a cette histoire à propos de Bill Hader, où il y a eu cette interaction gênante quand il s'agit de ça, et on est encore loin d'un procès. Et on ne sait même pas si on en arrivera là, mais je pense à ce à quoi la liste des témoins pourrait ressembler dans ce cas. Surtout les personnes, je veux dire, généralement, quand on établit une liste de témoins, jusqu'où remonteriez-vous en réfléchissant à personnes ayant interagi avec les Rainer la veille? À quoi cela ressemblerait-il si on en arrivait là? Il semble qu'il y aurait des gens de cette fête, non? Certaines personnes à cette fête concernant leur interaction, car l'état d'esprit de l'accusé sera important, non? Il existe des indices mais qu'il était en contact avec d'autres personnes. Apparemment, il a amené la famille. Il l'a amené parce qu'ils étaient inquiets qu'il soit seul. Donc, cela entrerait en ligne de compte. Et je pense que même peut-être lors de la phase de condamnation, certaines questions concernant sa santé mentale, concernant ses problèmes d'addiction, seraient absolument prises en compte. Je ne sais pas s'il connaît certains des autres. Vous savez, gens d'Hollywood qui ont à peu près son âge ou ce genre de choses. Ou s'il pourrait s'agir peut-être de témoignages de personnes qui étaient en contact avec les Rainer au sujet de ce qui se passait avec leur fils. Mais on peut certainement prévoir qu'il y aurait des personnes qui viendraient témoigner, qui auraient quelque chose à dire sur son état d'esprit, soit parce qu'elles en ont été témoins, soit parce qu'elles l'ont diagnostiqué, ou peu importe comment cela s'est passé. Nous ignorons ce qui s'est passé dans la maison. En fait, nous ne connaissons pas encore l'heure exacte, selon la police, à laquelle ils pensaient que les Rainer ont perdu la vie. Mais cela se serait produit après cette fête. D'un point de vue défense, pourrait-on dire que oui,
Il y a eu une dispute à la fête, mais ensuite un autre événement sans lien s'est produit dans la maison. Est-ce qu'il y a presque un moyen de dissocier ce qui s'est passé la veille au soir et de se concentrer uniquement sur, vous savez, je pense par exemple aux théories alternatives qu'Alan Jackson peut avancer, que quelque chose d'autre s'est produit dans la maison cette nuit-là et que cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez Conan? Ils peuvent essayer, mais si quelqu'un peut le faire, c'est Alan Jackson. Mais je pense que ça va être difficile parce que, entre autres, les parents vont susciter beaucoup de sympathie. Donc, personne ne voudra croire qu'après toutes ces années à envoyer leur fils en cure de désintoxication et tout ce qui s'est passé, ils feraient quoi que ce soit qui permettrait d'apporter un autre point de vue ou d'éclairer les circonstances entourant la mort d'une manière qui atténuerait le choc pour l'accusé à cause des victimes. D'accord, je ne pense pas que cela arrivera. Maintenant, y a-t-il un moyen de donner un certain point de vue sur l'accusé à cause de ses problèmes de santé mentale et de toutes ces autres choses, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux Reiner, les victimes? Oui, peut-être, mais tu sais, personne ne pensera. Je ne dis pas qu'il aurait dû agir ainsi, mais je comprends, vu ce que les parents ont fait. Non, je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit de ce genre. On verra s'ils peuvent dissocier. Et j'ai l'impression que plus on parle de ce qui s'est passé dans la maison, plus il est difficile de séparer, de dissocier en quelque sorte l'atrocité de ce crime et la sympathie liée à cause de qui il a tué. Et aujourd'hui, une très brève comparution au tribunal, aucun plaidoyer de culpabilité ou d'innocence n'a été enregistré. Quelle est la stratégie derrière cela? Je veux dire, c'est quelque chose qui s'est passé très rapidement. Mais pour pouvoir obtenir ce report jusqu'au 7 janvier, qu'est-ce que cela vous dit sur la stratégie si tant est que cela révèle quelque chose? Et à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Il y a tellement de choses qui vont se passer ici, vous savez, rien ne sera laissé au hasard. Il n'y aura aucun problème de ressources ici, ce qui signifie qu'Alan Jackson va vouloir découvrir chaque information possible. Vous savez, l'aptitude médicale et toutes ces autres choses. Donc, tout cela se passe assez rapidement. Il est donc probablement convenu d'un commun accord qu'il demanderait un report, ce qui n'a rien d'inhabituel, surtout dans une affaire aussi médiatisée. Ce ne sera sûrement pas le dernier report que vous verrez. Chacun devra se préparer comme il se doit. Alan Jackson peut ressentir une certaine pression à cause de ce qu'il fait, mais je pense que le procureur aura encore plus de pression sur lui en raison de la nature de ce crime et du fait que tout le monde va regarder. Donc, ils voudront probablement prendre un peu de temps pour préparer leurs arguments, pour que tout soit prêt aussi. Donc, je pense que vous verrez des reports convenus d'un commun accord. Chacun veillera à ce que tout soit parfaitement en ordre et conforme aux règles, afin que tout ce qui peut être fait pour garantir le résultat recherché par chaque partie puisse être mis en œuvre. Cela prendra du temps, car c'est une affaire importante. Oui, une affaire énorme qui en est encore vraiment au début. Joe Richardson, avocat spécialisé dans les droits civiques, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Contente de vous voir, Chris. Merci. Cette affaire reviendra devant le tribunal le 7 janvier. C'est tout pour cette édition de l'émission présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.